Merci à toutes et tous d'être venus. Et moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une question générale qui nous tracasse au Mexique quand j'étais invité à faire cette intervention. Moi, je me demandais, justement, j'ai pas eu la fortune ou le malheur, pour les deux, de vivre les mai 68 au Mexique, l'été de la révolte en 68, mais il y a, je pense, c'est la question que je vais partager avec vous, il y a une question qui est très actuelle et qui vient de loin, qui vient justement de 68 et avant, même au Mexique. Comment on peut faire face à un gouvernement autoritaire, voire à un gouvernement criminel? C'est la question avec laquelle je veux lier 68 et 2018 au Mexique. Donc d'abord, il faut penser, il me semble nécessaire de mettre en perspective le fait que le Mexique a été toujours un gouvernement un gouvernement et un régime politique autoritaire. Comme prologue des mobilisations à l'été 68, on peut répertorier plusieurs répressions très dures. Le Mexique, vous savez, c'est un pays très grand et très dynamique, et la modernisation capitaliste a donné naissance à des organisations très fortes et très importantes. Donc, avant 68, on peut parler de répressions très fortes contre les enseignants, par exemple, les médecins, contre des résidences étudiants très importantes. Dans ces cas, on parle des polytechniques. Et l'une des répressions plus fortes, c'était contre les cheminots, une grève des cheminots très forte qui a été anéantie par le gouvernement. Et les leaders des cheminots ont subi des longues périodes de prison, d'emprisonnement. Mais aussi, ce n'était pas seulement en ville, dans des milieux urbains qu'on voyait se développer la répression, mais aussi à la campagne. Tout à l'heure, on se souvenait de la commune de Rubén Jaramillo. C'est une commune qui faisait un peu l'écho de ce qu'ont fait les zapatistes d'Emiliano Zapata à Morelos, et qui était anéanti avec un crime d'État très grave, où Rubén Jaramillo a été assassiné avec toute sa famille, y compris les enfants tout petits. Et aussi, en 65, a été anéanti ce qu'on connaissait comme la guérilla populaire à Chihuahua. Donc il y a tout un répertoire énorme de répression qui a précédé les grands mouvements étudiants et populaires au Mexique en 68. Ça, c'est une question qui je voudrais mettre d'abord pour penser comment les pouvoirs, à travers la répression, aussi créent des sujets sociaux et donnent lieu à des réponses très fortes. Toutes les chroniques de l'époque parlent de comment il y avait une ambiance un malaise, pour parler d'une façon métaphorique, très répandue dans la société mexicaine, et en particulier chez les jeunes, qui ne pouvaient plus supporter une situation si répressive. Donc, deuxièmement, je voudrais parler d'une question qui est très commune dans ces thèmes, c'est dire que 68 au Mexique n'a pas été Tlatelolco. Tout le monde parle de la question du thème de 68 au Mexique, comme si Tlatelolco c'était la chose la plus importante, mais non. Tlatelolco a été un crime d'État, un autre crime d'État, qui a marqué une limite au mouvement, mais ce n'est pas la question la plus importante. Tlatelolco, ça a été seulement l'une des réponses répressives du gouvernement, mais pas plus que ça. Donc, troisièmement, nous pensons que 68 au Mexique a été surtout une mobilisation étudiante et populaire qui a dénoncé l'autoritarisme du régime. Et il faut rappeler aussi qu'au Mexique, ce qu'on a vécu, c'était un parti d'État très proche de ce qu'on avait
en Europe de l'Est, un parti tout puissant, un parti qui n'avait pas de concurrence. Tout à l'heure, on parlait avec un journaliste et il me répondait, bon, mais au Mexique, il y avait des élections et ce n'était pas une dictature, ce n'était pas un militaire qui a occupé la présidence. Et j'ai répondu que oui, mais c'était toujours, depuis toujours, les élections au Mexique, et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de tricheries, beaucoup de manœuvres de pouvoir pour empêcher vraiment qu'il y ait des élections libres. Même cette forme libérale de l'élection, des élections par la voie populaire, il n'y a pas eu au Mexique. Il n'y a pas au Mexique et il n'y a pas eu au Mexique. Donc, le mouvement, pour moi, le mouvement en 68 a réussi à dénoncer ces caractères autoritaires qui le régime, bien sûr, essayait de masquer par tous les moyens à sa portée. Et un deuxième thème important, c'est que le mouvement a réussi à casser la peur. Ça, c'est quelque chose qui nous rapproche beaucoup aujourd'hui, qu'il y a autant de peur chez nous, dans le Mexique de 2018. Et ce mouvement qui a réussi à prendre les rues, mais aussi les scènes politiques, les scènes nationales, a réussi à casser la peur et à montrer que la mobilisation multitudinaire pouvait faire face à un régime si autoritaire comme celui de Díaz Ordaz à l'époque. Un autre élément de ces gouvernements, de ces régimes plutôt autoritaires qui a été, si on ne peut pas dire cassé, mais au moins mis en question, c'était les contrôles corporatistes, les contrôles sur les organisations de masse, et particulièrement sur les syndicats. Et finalement, ce qui est très très important au Mexique en 1968, c'est le triomphe dans des batailles politiques et culturelles très importantes. 68 a mis en avant l'existence, ou plutôt la pratique, de la liberté de parole, la liberté de dissentir. Je ne sais pas si ça existe en français. Je pense d'être dissident. Dissensus. Dissensus. Ok, ça n'existe pas. Désolé. Et aussi la liberté de manifester. Peut-être pour d'autres régimes plus libéraux, ce type de libertés sont très élémentaires, mais chez nous, ça a mis en question à tous les régimes, tous les partis d'État, et bien sûr, les présidents à l'époque se sont sentis menacés par la mobilisation étudiante et populaire. Et il faut dire alors que le mouvement commence avec un affrontement entre l'État et les étudiants. Ma collègue tout à l'heure parlait, les premiers affrontements ont eu lieu au centre-ville et l'armée, carrément l'armée, pas la police, a défoncé une vieille porte très, très chère à l'Université nationale d'ailleurs, à mon université, pour faire sortir les étudiants et les mettre en prison. Vous voyez, un bazooka, un tir de bazooka, là au centre-ville, a marqué un peu le début de la grande mobilisation étudiante et populaire. Donc aussi, pensez qu'il y a eu l'intervention très forte des forces armées, toujours contre les étudiants et les manifestants. Ce n'est pas seulement à Tlatelolco qu'il y a eu des morts, il y a eu plein de morts. Ils sont 2 ou 3 par ici, par là. La plupart ont été silenciés et ont été, disons, disparus. Depuis ce temps-là, on a disparu à cause de la violence armée de l'État. Bon, ça c'est un peu pour donner un tour très très rapide à la question de général du mouvement. Sinon, 2-3 points de plus. D'abord, ce qu'on a été invité à réfléchir, les échos, ou ce qu'on appelle plutôt les résonances de 1968 au Mexique. Et il faut penser que là, les principales références chez nous, ce sont les États-Unis. Vous voyez, la grande frontière et les échanges qu'on a depuis longtemps. Pas toujours de bons échanges, mais quand même, c'est un échange très, très intense entre les deux pays. Et ça veut dire aussi l'influence des intellectuels
des intellectuels américains, ou par exemple dans le cas de Marcuse, les émigrés, mais qui faisaient leur travail en Amérique, aux États-Unis. Et d'autre part aussi, il y a eu l'influence de la révolution cubaine, comme on a dit. Je pense que ce sont les principales références du mouvement A68. En ce qui concerne la France, je pourrais dire qu'il y a eu quand même une certaine influence du marxisme et de ce structuralisme de l'époque, et que cette influence est restée dans le cadre très restreint d'une partie des dirigeants du mouvement et des intellectuels. Là, c'est toute une biographie intellectuelle qui a été faite, qu'on pourrait parler longuement, mais disons, le fait que je veux souligner, c'est que cette influence de la France ou des penseurs français est restée dans une petite partie du mouvement. Ce n'était pas tellement quelque chose de massif. Sinon, ce qu'on a vu dans les rues, dans les manifestations, c'est comment on a repris les slogans. Les slogans, je vais citer seulement deux: prohibido, prohibir, ce que ici vous dites interdire, interdire, et aussi soyons réalistes et demandons l'impossible. Seamos realistas, pidamos lo imposible, ça a été aussi très repris chez nous pendant les manifestations. Et une chose très importante qu'on repère dans les chroniques de l'époque, c'est l'idée d'une grève générale comme aspiration, mais qui jamais a eu lieu. Au Mexique, les travailleurs et leurs organisations sont restés un peu à l'écart de la mobilisation sociale et un peu comme témoins silencieux. Vous voyez, il n'y a pas eu vraiment une participation massive des travailleurs. Bon, quelque chose un peu drôle, qui fait partie du délire du gouvernement. Parmi les archives que les historiens ont repérées dans les archives de la police, comment des hauts fonctionnaires du gouvernement parlaient à l'époque de la présence d'agitateurs qui auraient participé au mai 68 et qui étaient au Mexique justement pour faire bouger les choses, et donc qui étaient ciblés un peu comme des instigateurs du mouvement. Bon, ok, pour aller à peu près vers la fin. Oui, 5 minutes, 5-6 minutes. Oui. Ok, donc, comment on peut dire, nous ce qu'on voit, il y a eu des épisodes très importants dans les mouvements, seulement pour parler. C'est un mouvement qui a commencé, comme on a dit tout à l'heure, en juillet et a fini. Le Conseil national de grève a décidé d'arrêter la grève étudiante en décembre. Vous voyez, ce n'est pas octobre qui marque la fin, c'est jusqu'à décembre que la grève se déclare achevée. Et de ce point de vue, je vois qu'il y a au moins 3 issues de 68 au Mexique. Le premier, c'est l'exemple, disons, négatif. Et après une fête démocratique, une fête si forte, beaucoup de groupuscules, comme on appelait à l'époque pas mal des organisations étudiantes, pense que la voie institutionnelle est complètement fermée. De ce fait, on voit dans les années 70 comment il y a un bon nombre de guérillas. Quelques-unes grandissent et font d'importantes actions armées, mais à la fin, elles ont été anéanties. Je pense que ce que parlait Miguel Benasayac est à peu près la même chose. Elles ont commencé pour avoir l'impulsion du mouvement étudiant, des grands mouvements étudiants et populaires, mais petit à petit, elles ont été isolées et anéanties par une police politique qui chez nous a été très performante et, disons, qui a réussi à anéantir les guérillas. Un deuxième chemin qui ont pris les étudiants de l'époque, les participants, c'est s'accommoder au système. C'est très intéressant quand on fait la biographie des 68, comment il y a autant de gens qui ont été participants du mouvement, au moins témoins, et qui se sont accommodés au système. Je vais citer simplement 2 présidents qui à l'époque étaient étudiants, Salinas de Gortari et Cedillo,
ont été parmi les masses étudiantes qui participaient au mouvement ou qui étaient là pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Après, ils ont réussi à occuper la présidence du pays, mais comme eux, aussi des politiciens de la gauche ont participé au mouvement et ont pris la voie institutionnelle, la voie des partis pour trouver une place dans le système politique. Et finalement, pour finir, pour faire un petit point sur les présents, il y a une troisième voie, et ce qu'on appelle lutter pour la démocratisation du pays. Et là, on peut voir plusieurs exemples très très importants. Je parlerai simplement de deux parmi eux. Ce qu'on appelait dans les années 70, en même temps que les guérillas se développaient, c'était l'insurrection syndicale. On a eu des très beaux efforts pour démocratiser les syndicats. Ça, c'est, tout à l'heure, vous avez parlé des efforts pour changer la façon dans laquelle s'organise. Et donc, au Mexique, il y a eu des critiques très fortes et des pratiques très importantes dans les années 70 pour avoir des syndicats démocratiques qui, malheureusement, ont échoué. Et aussi, on peut citer comme héritage des 68 la façon dans laquelle l'armée zapatiste a présenté ce qui s'appelait la guerre contre l'oubli. Comment on peut trouver dans les demandes des 68 cet écho chez les zapatistes. Je n'ai pas le temps de développer ce point, mais je vais finir sur une question très, très générale. Quand on parle de ces exigences de la jeunesse des 68, on a 6 points qui sont pour nous tous connus, comme les pliego petitorio, les exigences des mouvements étudiants et populaires. La première, c'est la liberté des prisonniers politiques. Comme ces cheminots dont j'ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui, on a encore des leaders de la lutte sociale qui sont en prison. Là, il y a des parallélismes, un parallèle très important entre ce qui se passe en 68, ce qui s'est passé en 68 et ce qui se passe maintenant en 2018. Je pourrais citer par exemple l'emprisonnement pour 12e ou 3e fois, moi je ne me souviens plus, il y a 2 mois, de Marco Suastegui, un dirigeant de la lutte contre les barrages de la Parota au Guerrero. Donc, cette exigence de la liberté des prisonniers politiques, il continue, disons, dans une période si longue de 50 années. Après, il y a aussi l'exigence qu'on achève avec la brutalité de la police, et en particulier du point qui posait les étudiants de l'époque, que les chefs de la police soient renvoyés, et aussi la dissolution du CRS, qu'on appelle au Mexique les granaderos, c'est les corps que vous avez ici, ces corps qui étaient assez brutaux à l'époque au Mexique. Et finalement, il y avait les exigences qui avaient des indemnités pour les responsables de la répression, et l'annulation des délits politiques. Disons, il y avait à l'époque au Code pénal du Mexique, il y avait un délit qui s'appelait dissolution sociale. Justement, c'est une espèce de, comment on dit ça, un peu un délit très très flou que le gouvernement utilisait pour mettre en prison tout le monde. Donc, à ces points, ce que je pourrais dire comme conclusion, il y avait une exigence que ce n'était pas dans les pliego petitorio, dans les exigences écrites du mouvement, mais qui a résumé l'aspiration du moment, le dialogue public. Vous voyez, comment on fait donc comment on peut faire face à un gouvernement très autoritaire? La première chose, c'est le dialogue public. Que ce ne soit pas un dialogue qui reste entre les notables, entre les partis, entre les fonctionnaires et les dirigeants, mais plutôt un dialogue public où tout le monde peut être informé et peut participer. Et aussi, je pense que de cette époque, on a comme héritage la mise en question des formes traditionnelles de lutte, particulièrement les syndicats et les partis dans notre pays. Je n'ai vraiment pas le temps, mais c'est très intéressant. Je vais dire 2 mots sur cette question, pour finir. Donc, les syndicats aujourd'hui, nous avons 3-4 grands syndicats, mais
à part une partie du syndicat d'enseignants, tous les syndicats au Mexique sont complètement bureaucratisés et ils luttent que pour les intérêts, ils négocient avec les gouvernements, parce qu'en général ce sont des travailleurs de l'État, pour avoir de meilleures conditions pour les dirigeants, pour les bureaucrates syndicaux. Et ce qui se passe très, très bizarre et très dur pour nous, c'est que les très peu de luttes qu'il y a sont en défense des entreprises. Juste avant de venir ici, on a eu droit à une manifestation des travailleurs de l'entreprise de téléphone, l'entreprise de Carlos Slim, Telmex, et les travailleurs, les syndicats plutôt, les travailleurs encadrés dans ces syndicats, luttent pour défendre le monopole de Slim sur les communications. Vous voyez, donc il y a un problème très très grand pour les pays. Bon, et j'ai perdu un peu la fin, mais je pense que c'est tout. Merci. Okay.